Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la réflexion récente de Lizzo, basée sur une conversation où elle s'est vraiment livrée. Oui, bonjour. On va explorer son rapport à la célébrité, qui est assez complexe, sa quête de guérison aussi, et puis comment elle essaie de se redéfinir. Exactement. L'idée, c'est un peu de voir comment une artiste comme elle arrive à transformer des moments difficiles en force créative et puis en croissance personnelle, quoi. Tout à fait. Alors, tout part d'un truc assez fort qu'elle dit, ce sentiment de décalage. Elle a cette phrase: Lizzo n'est pas vraiment moi. Hmm. Et ça, c'est accentué par la célébrité, évidemment, et puis il y a eu cette période de controverse assez intense, Oui, très médiatisé. et ça l'a menée, dit-elle, à sa première vraie crise de panique, suivie d'une dépression. C'est quand même un point de départ assez lourd. Oui, c'est lourd, et ça montre bien la pression dingue que la célébrité peut mettre sur l'identité d'une personne. Ce fossé entre la persona publique et le soi privé, c'est pas nouveau, mais chez elle, Mhm. on sent que cette période difficile a vraiment été un catalyseur. Pas juste une épreuve subie, mais le début d'une vraie recherche pour se retrouver, pour se reconnecter. Et justement, dans cette recherche, elle emprunte des chemins assez surprenants, on peut dire. Ah oui. Elle raconte par exemple l'histoire de cet immense bol sonore, un cadeau de Noël, tellement grand qu'apparemment on peut se tenir debout dedans. Ah oui, j'avais entendu parler de ça, c'est particulier. Carrément. Et elle dit qu'au début, elle était un peu sceptique, tu vois, et puis elle a ressenti un vrai changement. Elle parle aussi de bains sonores en groupe, Mhm. où plusieurs personnes auraient eu des visions similaires, genre des couleurs roses, violets, des galaxies. Ça l'a confortée dans l'idée que les vibrations, ça a un vrai pouvoir. C'est intéressant de voir comment ces outils, le son, la vibration, mais elle parle aussi un peu d'astrologie, non? Oui, brièvement. Elle mentionne les années de maison 12 et 1. En astrologie classiquement, la maison 12, c'est un peu l'introspection, le bilan, le travail de l'ombre, comme on dit, et la 1, c'est le nouveau départ, le soi. D'accord. Donc en fait, ces pratiques deviennent pour elle des sortes d'instruments pour s'ancrer, pour se comprendre, pour naviguer dans ces moments compliqués. C'est une façon de trouver du sens, peut-être au-delà du purement rationnel. Et il y a aussi sa transformation physique qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle insiste beaucoup sur le terme libération de poids, weight release. Oui, pas perte de poids. Exactement. Elle explique que c'est une démarche intentionnelle, transparente, un processus lent, personnel, même si de l'extérieur ça a pu paraître soudain, le fameux Lizzo skinny. Et elle souligne bien que ce poids dont elle se libère, il n'est pas que physique. Tout à fait. Et ce choix de mot, libération, il n'est pas anodin, je crois. Ça suggère qu'on gagne quelque chose de la légèreté, une nouvelle perspective, peut-être plus de soi, plutôt qu'on perd simplement quelque chose. C'est une nuance importante. Oui, mais il faut aussi voir la complexité de la chose, publiquement parlant. Ce changement, même voulu expliquer comme ça a forcément créé des discussions parfois difficiles, notamment avec ceux qui la voyaient comme une icône de l'anti-grossophobie, de l'acceptation des corps. Oui, bien sûr. Donc ça montre bien sa tentative de reprendre la main sur son propre récit, tout en devant composer avec les attentes, les projections des autres. C'est jamais simple. Un moment clé qu'elle partage, c'est un concert juste après le pic du scandale. Elle raconte qu'elle était morte de trouille à l'idée de monter sur scène. J'imagine, oui. Elle avait peur du jugement, de la réaction du public. Et en fait, au lieu de ça, elle dit avoir reçu une vague d'amour immense, palpable, venue de la foule, d'inconnus. Waouh. Et c'est de là que vient le titre de son album, Love in Real Life. L'amour dans la vraie vie. Pour marquer cette différence énorme entre la validation en ligne qui peut être très volatile et la connexion humaine réelle, tangible. C'est puissant comme anecdote. Et ça semble vraiment avoir marqué une évolution dans sa façon de voir l'amour. Elle parle d'aller au-delà de la chair, des apparences, pour chercher le flux, une sorte d'acceptation au moins conditionnelle peut-être. Mhm. Et cette période d'isolement un peu forcée lui a aussi appris, dit-elle, l'importance des limites saines, savoir mettre fin à certaines relations ou séparer plus clairement l'amitié et le travail. Oui, des leçons importantes. Il y a une forme de maturité qui ressort dans cette approche de l'amour, de soi d'abord et des autres ensuite. Ça semble être devenu un nouveau socle pour elle. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? C'est le parcours assez fascinant d'une artiste qui cherche à réaligner son image publique et ce qu'elle vit vraiment, Oui, qui utilise des outils de guérison parfois un peu hors des sentiers battus pour traverser des épreuves vraiment lourdes, et qui transforme cette douleur en création, en croissance. exactement. Le fil rouge, finalement, c'est vraiment cette volonté de reprendre le contrôle de sa propre histoire, de définir qui elle est, pour elle avant tout. C'est une histoire de reprise de pouvoir sur son narratif, oui.
Et pour finir, peut-être laisser une question en suspens, une idée qu'elle a lancée elle-même et qui fait réfléchir. Ah oui. Elle propose cette expérience de pensée. Imaginez devoir concevoir les règles du monde, mais sans savoir à l'avance qui vous seriez en y naissant. Hmm. Ni votre couleur, ni votre genre, ni votre pays, ni vos privilèges. Rien. Comment est-ce que cette perspective, ce qu'on appelle parfois le voile d'ignorance en philosophie, pourrait changer notre façon d'interagir au quotidien, notre vision de la justice? C'est une question vertigineuse. Oui, et qui nous emmène bien au-delà de la musique, pour le coup. De quoi réfléchir.